Les podcasts du Figaro. Été 1869. Le soleil tape sur la capitale. Monet et Renoir se rendent régulièrement en bord de Seine, à 2 pas de Rueil-Malmaison, pour échapper à la canicule et oublier la véhémence du salon à leur égard. Ils peignent à la Grenouillère, la Guinguette ou Paris sans canaille. L'impressionniste! Des mélanges, encore des touches, des jus dans les seaux. On s'appelle. J'aimerais, mademoiselle Berthe, que vous puissiez prendre. Des chocs d'amour-propre Voilà du coup qui rendent tout temps difficile. Des effets de lumière. Ou l'empire. Nous mourrons. Monter la lumière autant Parce que que la tout ce que couleur. l'autorité ne peut délivrer, la liberté de l'histoire. Premier qui me traite de gredin, je le crève. Renoncer à tout espoir. Quelle honte! On n'a jamais vu ça nulle part. De saisir dans un moment fugace l'éternité des choses. Faire non seulement la gloire de l'art français, Enfin, puisqu'il faut en passer par là, mais de l'art mondial. allons-y. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré aux impressionnistes. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe au Figaro hors-série, et nous allons voir dans ce deuxième épisode comment le jury du salon écarte les talents dissidents et comment Monet, Degas, Renoir, Pissarro et leurs amis organisent leur propre exposition. « 1869. Cette année, le salon a été bien sévère. Frédéric Bazille l'écrit à ses parents. Le jury a fait un grand carnage parmi les toiles des 4 ou 5 jeunes peintres avec lesquels nous nous entendons bien. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a contre nous une vraie animosité. C'est monsieur Jérôme qui a fait tout le mal. Il nous a traités de bande de fous et a déclaré qu'il croyait de son devoir de tout faire pour empêcher nos peintures de paraître. Monet est plus malheureux que jamais. Les temps sont durs et l'argent manque. Il fait appel à Basile qui a regagné le Midi. Il le supplie dans une lettre de lui envoyer de l'argent. Nous mourrons de faim. Et c'est à la lettre. Mais son ami fait la sourde oreille. Lui aussi est profondément découragé par l'atmosphère ambiante. Monet est en rage. Oh, non pas contre son ami qui fait bien ce qu'il peut et s'est toujours montré fidèle. Non. Mais contre l'intransigeance des juges de la peinture. Contre l'aveuglement moutonnier du bourgeois. Ils ne savent donc pas voir, admettre ce qui est vrai et vivant, et qui danse, change et rit. Sa femme, Camille, ne se plaint pas. Éternellement patiente, elle fait sauter sur ses genoux leur tout petit garçon. Leur fils, Jean, va avoir 2 ans, et Monet redouble de colère et de honte de ne pas leur offrir une vie décente et sûre. Renoir, c'est son ami Renoir qui pourrait comprendre. Lui aussi est à court d'argent, et partage ses déceptions quant aux étriquets du salon. Ensemble, ils vont chercher au bord de la Seine les chatoiements de la lumière d'été. Façon de se serrer les coudes. Jamais leur art n'aura été aussi proche que cet été-là. Ils sont allés poser leurs chevalets et leurs toiles près de la Grenouillère, ce grand café flottant où Paris sans canaille. Couvert d'un toit goudronné porté par des colonnes de bois, il est relié à l'île de Croissy par 2 passerelles. L'une d'entre elles communique avec un îlot minuscule planté d'un arbre que l'on appelle le pot à fleurs et près duquel on se baigne. Sur l'eau presque immobile glissent des embarcations de toutes formes que les canotiers aux bras nus manœuvrent en sifflotant. Le canotage est à la mode et les guinguettes aussi. Les berges du fleuve sont couvertes de gens qui attendent le passeur et son bac pour rejoindre le café. Là-bas, on crie, on danse, on boit, on chahute. Maupassant, clients fidèles, se délectent du tableau de cette société tapageuse. Car on sent là, à pleine narine, toute l'écume du monde, toute la crapulerie distinguée, toute la moisissure de la société parisienne. Mélange de calicots, de cabotins, d'infimes journalistes, de gentilshommes en curatelle, de boursicotiers véreux, de noceurs tarés, de vieux viveurs pourris. Cohue interlope de tous les êtres suspects, à moitié connus, à moitié perdus, à moitié salués, à moitié déshonorés. Filous, fripons, procureurs de femmes, chevaliers d'industrie à l'allure digne, à l'air matamore qui semble dire « Le premier qui me traite de gredin, je le crève ». Côte à côte, les 2 amis peignent du même point de vue le pot à fleurs, puis la passerelle qui conduit du pot à fleurs à l'île, et l'encombrement des chaloupes prêtes à la promenade.
Chez l'un comme chez l'autre, la touche prend le pas sur la ligne pour suggérer l'instant. Le mouvement des silhouettes distantes, comme fondues dans le paysage de nature, arbres et eau, écrasés de soleil. Ces deux compagnons d'infortune peignent le fugitif. Ils saisissent un instant qui déjà se transforme, à peine posé sur la toile. Cette expression rapide, sensible et sensuelle d'un moment fugace, c'est l'impressionnisme qui s'invente 5 ans avant la lettre. Adam Saulnier, journaliste à l'ORTF. L'école impressionniste naissait avec ses paysages où tout n'était que jeu d'ombre et scintillement de lumière. Nous étions alors aux alentours de 1860. La guerre de 1870 et la Commune allait éclater. « 19 juillet 1870. La guerre éclate. La grenouillère, le pot à fleurs et les bains paresseux dans la Seine semblent déjà si loin. Basile est mobilisé. Monet ne veut pas servir. Le contexte à Paris est tendu. Sa femme Camille et lui décident de passer l'été à Trouville en Normandie. Le 28 novembre 1870, Basile meurt sur le champ de bataille. Il a 28 ans. Camille Monet s'inquiète. Elle pousse son mari à partir pour Londres. Monet y fait la rencontre de Daubigny et de Paul Durand-Ruel, qui devient l'ami et le marchand des impressionnistes. Ils se rendent à la National Gallery avec Pissarro. Le contraste entre l'art britannique et français est frappant. Ici, les paysages sont mis en valeur. Ils ne sont pas relégués aux coins les plus sombres du salon officiel. Monet reçoit des lettres de Renoir. Son ami décrit les combats, les fusillades, les pillages, les incendies. Il raconte que les Parisiens ont mangé les animaux du jardin des plantes et se réchauffent avec les arbres des squares et des boulevards. L'armistice général avec l'Allemagne est signé en février 1871. Mais Monet craint une guerre civile. Il ne rentre en France que 9 mois plus tard, en octobre 1871, après un bref séjour en Hollande. Camille et lui retrouvent un Paris grouillant d'ouvriers, de chalands, d'échafaudages. Le squelette des Tuileries leur fait une drôle d'impression. Courbet est en prison. Il est accusé d'avoir pactisé avec la Commune. Monet retrouve Renoir avec plaisir. Ses œuvres de Hollande, si pleines de soleil, se sont bien vendues. Manet les a trouvées belles. À la fin de 1871, Monet, sa femme et leur fils s'installent à Argenteuil. 15 minutes de voyage en train depuis la gare Saint-Lazare. Leur première vraie maison. Il accroche au mur ses estampes de Hokusai, achetées une bouchée de pain en Hollande et dont il est si fier. Maintenant que l'argent rentre, c'est lui qui paye ses coûts, qui reçoit ses amis, Renoir, Sisley, Manet. Camille est plus heureuse, et le petit Jean a les joues rondes. Et lui, Claude, court la campagne et la ville, à pied, en chemin de fer, et capte sur ses toiles les stigmates de la guerre et toutes les formes que prend la reconstruction. Sacha Guitry se souvient des habitudes particulières du peintre. Monet se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Il ne fermait jamais les rideaux des fenêtres de sa chambre afin de ne point perdre une minute de lumière. Il dévorait des yeux la nature et il était visible que les mains dans les poches, il ne cessait de peindre. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains que j'ai jusqu'ici rencontrés, c'est que les autres vous donnent volontiers des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait constamment des exemples. Novembre 1872. Le jour se lève sur le Havre. Depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel, Monet voit du soleil dans la buée, devant quelques mâts. Il sent monter en lui l'angoisse de saisir l'aurore. Ça lui revient comme un paquet d'embrun. Ses tout premiers séjours sur les côtes normandes avec Boudin d'abord, puis Renoir et Basile, paix à son âme, et Sisley et Jonquin. Déjà l'urgence de peindre et sans un sous-vaillant. Leur séjour à Trouville, l'été 70. À chaque instant, le soleil change de place. Sa couleur et celle du ciel se transforment. Comment fixer ce qui échappe ? Il pense aux estampes japonaises que tout Paris s'arrache. Leurs auteurs ont souvent tenté, comme lui, d'arrêter le soleil, de prolonger sa course sur un bout de papier. Il y a le travail des hommes, le port qui s'organise, tous ces projets industriels dont on entend parler partout, les gares, les ports, les ponts. La vie grouillante et anonyme que le soleil levant nimbe d'éternité.
fumée mauve, brume grise, bleue, mât, grue et cheminée. D'un coup rapide, une barque et 2 silhouettes. Les ombres sur l'eau et sous le ciel. Vite, une tache plus petite pour une 2e barque un peu plus loin à gauche. Et une autre, perdue dans les reflets des mâts, pour une 3e barque encore un peu plus loin. Les reflets du soleil rose et orangé s'étagent et puis se perdent sur l'eau et jusqu'au peintre. Il est 7h35, ce 13 novembre 1872. Monet calme d'un souffle l'anxiété qui le broie chaque fois qu'il tente d'arrêter le temps. Il pose ses pinceaux sans signer d'y dater ce qui n'est qu'une ébauche. Lorsque 2 ans plus tard, il s'agira de fournir la toute première manifestation de groupe impressionniste, il hésitera un peu avant de l'exposer, prudemment et tel quel, sous le titre « Impression soleil levant ». Sans soupçonner un instant la portée que ce terme aurait pour l'avenir, ni la valeur d'emblème qu'endosse aujourd'hui sa toile. Avant la guerre, avec Basile et Renoir, Monet parlait déjà de fonder une société d'artistes qui organiserait des expositions ouvertes à tous les travailleurs. Les artistes tirent parti d'une loi nouvelle qui est passée en 1867. Anne Robbins, co-commissaire de l'exposition Paris 1874, Inventer l'impressionnisme au musée d'Orsay. Qui permet la création de sociétés anonymes à personnel et à capital variable et donc qui va leur donner cette souplesse en fait. Il s'agit d'un projet pragmatique. En effet, impossible d'assurer les ventes sans la visibilité offerte par le salon. En 1978, France 3 consacre un sujet au balbutiement de ce nouveau mouvement artistique. Ces peintres révolutionnaires, qui étaient la minorité, avaient un comportement et des idées extrêmement d'avant-garde par rapport au reste de la colonie de peintres vivant à Pont-Aven et bien entendu par rapport à l'ensemble de la population pour qui toutes ces querelles d'école et ces querelles d'esthétique n'avaient aucun sens. Ces gens-là véhiculaient des idées d'avant-garde qui portaient en elles un germe révolutionnaire qui d'ailleurs allait très bien avec les mouvements intellectuels et littéraires de l'époque. La Troisième République s'est donnée pour mission de restaurer l'ordre moral. Elle bride plus que jamais l'accès au salon. De l'histoire positive et moralisante, voilà tout ce qu'ils aiment. Dégoûtés, Monet, Pissarro, Sisley et Degas ont renoncé même à candidater au salon de 1873. Et puis les prix baissent. Leur marchand, Paul Durand-Ruel lui-même, commence à en souffrir. Bien, Durand-Ruel, effectivement, on l'a traîné dans la boue. François-Joseph Ambroselli, critique d'art. On lui a manqué de respect, le respect dont il méritait par sa position de marchand déjà bien installé. Il avait défendu l'école de Barbizon, il avait installé Delacroix, Corot, Courbet sur le devant de la scène. Donc c'était un homme respectable, respectueux, toujours affable et souriant. Et c'est un homme qu'on a envoyé en fait tout simplement au pilori parce qu'il a osé défendre cette nouvelle peinture. Il faut savoir que lorsqu'il rencontre Monet en 1871, Monet n'est rien. On lui présente cet homme, on lui dit « cet homme va être plus fort que nous tous, achetez ». Eh bien, il ne se fait pas prier, il achète. Quelques jours plus tard, il rencontre Pissarro, il achète. Après, rentré à Paris, il rencontre Degas, il achète. Renoir, il achète. Sisley, il achète. Pourquoi ? Qu'a-t-il vu ? Qu'a-t-il vu cet homme en ces jeunes peintres ? En fait, il a tout simplement vu le talent brut. Il ne pouvait pas passer à côté d'une telle touche, d'une telle matière, d'une telle expertise de la lumière. Il a compris, avant tous ces autres congénères marchands, que le temps était à l'âme des choses plutôt qu'aux choses elles-mêmes. Sa technique était simple avec l'école de Barbizon, c'était soutenir ces artistes en vente publique. Donc il allait lui-même, ou il envoyait ses sbires en vente publique pour soutenir le prix de leurs œuvres. Et comme ça, en fait, il faisait grimper la cote. Il créait aussi des revues d'art, il signait des contrats d'exclusivité, ça c'était tout à fait singulier à l'époque. Il organisait aussi des expositions individuelles, des expositions à Londres, à New York. Il exportait ses artistes. Tout ça lui a valu des faillites, plusieurs salves d'insultes. La critique même voulait l'envoyer à Charenton, l'asile d'aliénés de l'époque. Bon, bien sûr, c'était sur le ton de l'ironie, mais ça en dit long sur ce que cet homme a dû subir quand même à l'époque, l'incompréhension de ses pairs. Parmi ses nombreuses qualités de négociant, il y en avait une quand même qui faisait de lui la personne toute particulière qu'il était, c'était la fidélité. C'est-à-dire que ses peintres, c'était ses amis. D'ailleurs, il les appelait ses amis, c'était ses ouailles, c'était vraiment des partenaires d'aventure. Et lorsqu'ils n'arrivaient pas à vendre leurs œuvres, eh bien,
il les accrochait volontiers chez lui. C'était un homme qui disait qu'on apprécie une œuvre d'art vraiment que lorsqu'on vit avec elle, que lorsqu'on la possède, mais que lorsqu'on la possède avec les yeux. Lui, il n'estimait pas que posséder une œuvre, c'était l'acheter. Posséder une œuvre, pour lui, c'était la contempler. Et jamais donc il n'abandonna ses amis peintres. Et lorsqu'ils triomphèrent aux États-Unis en 1886, eh bien, le tout Paris commença à tendre l'oreille un petit peu vers cette bande de fous, cette bande de tocards. Vraiment, il faut le dire, c'était des tocards. Durand Ruel donc a récolté le salaire de sa prise de risque en fait. Et tout le monde commença à se presser chez lui pour acheter cette nouvelle peinture pour laquelle il avait tant bataillé. Il dira lui-même à la fin « J'ai beaucoup souffert, mais ma folie avait été sagesse ». Le 27 décembre, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Degas et Berthe Morisot déposent les statuts d'une société anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs. Ils les ont griffonnés sur un coin de table du café Gerbois. Manet n'a pas voulu se joindre à eux. Lui, qu'on ne refuse jamais totalement au salon, terrain de lutte, mais voire royal, qu'il espère encore conquérir. On peut se demander pourquoi Manet... Stéphane Guégan, historien et critique d'art. Refuse d'exposer avec ses petits camarades, puisqu'on le sait, il est très attentif à cette école émergente. Il ira même jusqu'à pousser certains critiques, je pense à Wolf, le critique du Figaro, à s'intéresser à la peinture de Monet, de Pissarro, de Sisley. Mais sa peinture est différente. Elle est différente à la fois par ses choix stratégiques. Manet cherche à convaincre le grand public, cherche à convaincre l'administration des Beaux-Arts, et pour cela, il considère que le salon est le seul espace pour y parvenir, et elle est différente esthétiquement. Il n'est pas le peintre de la fugacité, du transitoire, de l'impression captée pour elle-même. Au contraire, il continue à être un artiste soucieux de composer ses tableaux, d'user de formes plus fermes et surtout de creuser de véritables sujets avec un impact psychologique, voire une portée poétique et politique. C'est le cas de Chemin de fer, où l'on peut voir, à mon sens, une œuvre qui répond directement à la situation historique d'où elle émerge, à savoir cette année terrible que furent la guerre, la défaite et la Commune. Il s'agit de trouver un symbole pour Manet, un symbole qui donne au public du salon l'impression que la France est en train de renaître, qu'elle se relève, pour employer un terme de l'époque. Et il voit dans le chemin de fer, il voit dans ce tableau plein de mystère et de dynamisme latent, une image de cette France renaissante. Il a donc fallu trouver un lieu. On a pensé aux anciens ateliers de Nadar, où ils se sentiront un peu chez eux. Nadar n'a jamais caché son hostilité au jury. Il écrivait déjà en 1866. Chaque fois, depuis bien des années qu'il m'est arrivé de songer au jury de peinture, chaque fois je me suis d'abord demandé comment on pouvait trouver des hommes pour accepter, mieux encore pour solliciter l'emploi dictatorial, pour imposer dogmatiquement et réglementairement leur façon de voir et de sentir. Parce que le jury ne sera jamais qu'une institution et non un principe, parce que tout ce que l'autorité ne peut délivrer, la liberté le dispense. Donc laissez faire, laissez passer. Plus de jury, exposition libre. Les ateliers de Nadar sont très bien placés. Boulevard des Capucines, l'un des points les plus passants de Paris. Ce qui compte d'autant plus que la concurrence sera rude. Se tiendront en même temps, outre le salon officiel qui commence 15 jours plus tard, l'exposition de la Société des Amis des Arts de Paris, celle des œuvres de Chintreuil à l'École des Beaux-Arts et celle des Alsaciens lorrains. Elle ouvre le 15 avril 1874, soit 15 jours avant le salon, et c'est pas anodin du tout. Anne Robbins. Puisqu'il s'agissait aussi d'ouvrir avant le salon, donc de tirer parti en termes de visibilité de la disponibilité des critiques non encore accaparées et mobilisées par la couverture du salon, qui était vraiment sur lequel tous écrivaient. Donc il y avait à la fois cette volonté d'avoir une meilleure visibilité, et aussi ce qui est vraiment fondamental, de ne pas se poser en rejeté du salon. C'est-à-dire il fallait pour eux ouvrir avant, pour qu'il n'y ait pas cette confusion possible, que ce groupe d'artistes exposant ensemble ait pu être refusé, et pu être refusés par le salon, ce qui aurait été une connotation négative.
Leur initiative ne s'est pas construite en opposition au salon, mais parallèlement au salon. Les artistes s'associent pour exposer leur travail, mais ça a un but davantage économique, plus qu'une des principes esthétiques. Cette construction particulière sous forme de société anonyme leur permet de réduire les frais. Donc ils étaient tenus de verser une cotisation de 60 francs. 60 francs, ça leur donnait le droit d'exposer 2 œuvres. En réalité, si vous regardez le catalogue, tous sans exception, on en voit plus. Donc prélèvement de 10% de la somme en cas de vente, enfin voilà, mais de principe esthétique, absolument aucun. Pas de manifeste, rien. De toute façon, on voit très bien dans l'éclectisme même, l'hétérogénéité même des œuvres qui sont montrées en 70 qu'il n'y a pas du tout de dénominateur commun. Ils ratissent large. Très large. Alors visant la qualité, et d'ailleurs c'était recherché, je crois que c'est au sujet de Dénitis ou de Gall lui dit, puisque vous exposez avec nous, on ne pourra pas nous dire qu'on est un salon des refusés. Donc il y a aussi une question d'image. Ils ne veulent surtout pas se positionner en rebelles, surtout pas se poser en radicaux. C'est une image dont ils ne veulent pas. Et les prix sont à l'avenant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de brader sa peinture. Les prix étaient, donc contrairement aussi à ce qu'on pourrait croire, les prix étaient plutôt conséquents. Ils aménagent donc l'espace à la manière d'une galerie privée. En 7 ou 8 salles réparties sur 2 étages, les murs tendus de laine brun-rouge, l'éclairage généreux et soigné. C'est Renoir qui s'est chargé de l'accrochage des 167 œuvres, tâche délicate qui lui prend plusieurs jours. À la différence du salon où les œuvres s'entassent jusqu'au plafond, il se félicite des conditions exceptionnelles de la présentation de chacune chez Nadar. Elles sont exposées dans un excellent jour et placées seulement sur 1 ou 2 rangs, ce qui facilite les appréciations des connaisseurs. Renoir n'a pourtant pas réussi à contenter tout le monde. Pissarro a râlé qu'il eût été plus égalitaire, son obsession, de tirer au sort ou voter la place de chaque toile. Peu importe. Ils ont imprimé des affiches, un catalogue vendu 50 centimes, ont embauché des sergents de ville pour garantir l'ordre de l'événement. L'entrée est à 1 franc. Ah, comme ils sont fébriles au soir du 15 avril, quand s'ouvrent enfin les portes de leur exposition. Sera-t-elle un triomphe? Ou bien un coup dans l'eau? Il y a là de tout, et pas que du plein air. Beaucoup de toiles, mais aussi des sculptures, des terres cuites, des aquarelles, puisque la société se veut ouverte à toutes les techniques. Le berceau de Berthe Morisot, si délicat, suscite l'admiration des critiques les plus hostiles, quand la moderne Olympia de Cézanne s'attire les foudres. Latouche écrit au docteur Gachet le 26 avril 1874, 10 jours après l'ouverture de l'exposition. Aujourd'hui, dimanche, je suis de service à notre exposition. Je garde votre Cézanne. Je ne réponds pas de son existence. Je crains bien qu'il ne vous retourne crever. Si les visiteurs sont relativement nombreux, les critiques sont divisées. Certains sévères, d'autres plus positifs, souvent mitigés. Pour le satirique Charivari, Louis Leroy a cherché un bon mot et l'a trouvé devant Impression Soleil levant de Monet. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. D'autres considèrent que ces artistes manquent décidément d'éducation. L'ancien professeur de Berthe Morisot, épouvanté, confie à la mère de son élève. Un serrement de cœur m'a pris en voyant les œuvres de votre fille dans ce milieu délétère. Je me suis dit, on ne vit pas impunément avec des fous. Ce qui soucie davantage ce que bientôt l'on appellera les impressionnistes, ce sont les ventes qui sont mauvaises. Boudin, Degas, Berthe Morisot même n'ont rien vendu. Et tous les frais engagés sont loin d'être compensés. Le 17 décembre de cette même année, les membres de la société décident de sa liquidation à l'unanimité. Merci d'avoir écouté ce 2e volet des sagas du Figaro Histoire consacré aux impressionnistes.
Dans le dernier épisode, nous reviendrons sur les efforts déployés par le groupe d'artistes pour s'imposer malgré tout dans le paysage culturel de leur époque. Nous parlerons aussi de leurs querelles internes, leurs coups bas, qui rendront difficiles les prochaines expositions du groupe. Cet épisode a été adapté pour l'audio par Astrid Landon d'après le texte d'Alban Pio pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix de Simon Volodine, Stanislas Delatouche, Louis Chabin, Thomas Hennequin, Romain Riveraud, Axel Chouvel et Louis Teston. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Paris 1874, Impressionnisme Soleil Levant est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.